Michel Pastoureau, nous allons parler des couleurs, puisque Michel Pastoureau, c'est l'historien des couleurs, notre historien national des couleurs. Alors, c'est étrange pour un historien des couleurs, je le répète encore, il a du mal à définir ce qu'est la couleur, et vous en prenez dans plusieurs de vos ouvrages au dictionnaire, vous dites avec le mot couleur, il est rare qu'un dictionnaire remplisse efficacement son rôle. Alors, parfois même, vous en rajoutez une couche, et ça, c'est de l'humour. Quand vous allez dans des colloques transdisciplinaires, vous dites chaque spécialiste possède de la couleur ses définitions, ses classifications, ses sensibilités. Bah, écoutez, alors comment on fait, nous, lecteurs, pour s'y retrouver ? Oui, ça n'est pas une critique, hein, c'est un constat. Ça m'arrive assez fréquemment de rencontrer des peintres, des chimistes, des linguistes, des physiciens, des sociologues. Nous sommes très heureux de nous rencontrer pour parler de la couleur, mais au bout de 2 minutes, nous avons compris que nous ne parlions pas de la même chose parce que nous n'avons pas les mêmes définitions, les mêmes conceptions. Et la barrière est assez forte entre sciences dures et sciences sociales de ce point de vue-là. Mais je ne reproche rien à personne, mais je constate que la couleur est rebelle à l'analyse et plus encore à la synthèse. Et dire ce qu'est la couleur, c'est un exercice difficile. C'est pour ça que les dictionnaires ont tant de mal à faire tenir une définition en quelques lignes. Les auteurs sont obligés d'adopter un point de vue et un seul pour que ça reste une définition qui ne soit pas un océan. Et en général, c'est la définition des physiciens qui est retenue. Et définir chaque couleur, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que le jaune ? On va trouver dans un dictionnaire jaune, adjectif, qui est de la couleur de l'or, du citron, du safran. C'est pas faux, mais ce n'est pas une définition. Et puis en dessous, il y aura jaune substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ça n'est pas faux non plus, mais c'est une définition pour physicien. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une définition pareille ? Rien du tout. Néanmoins, l'étymologie nous donne une approche relativement précise. Le mot latin color vient de celare, qui signifie cacher, envelopper, dissimuler. Voilà, la couleur, étymologiquement, enfin, dans l'étymologie admise aujourd'hui, hein, est-ce que dans 2 ou 3 siècles on acceptera cette même étymologie? Ça n'est pas sûr. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, on a une autre piste, c'est le lien entre color et calor, la chaleur, donc le lien avec la lumière, le soleil. Mais color venant de celare, caché, qui donne toute une famille de mots qui ont à voir avec la cachette, clandestinus, clandestin, clame en cachette, quella, quellula, cellule, lieu retiré, etc. Ça semble quand même assez solide. Donc la couleur, c'est une enveloppe, une matière qui recouvre les corps, les choses, les objets. Voilà, donc c'est une enveloppe, en quelque sorte, et sur le corps humain, une deuxième peau. Le vêtement, c'est une deuxième peau en couleur. Alors, les dictionnaires ont peut-être du mal à donner une définition précise, mais l'historien Michel Pastoureau, lui, affirme que c'est la société qui fait la couleur. Oui, c'est quelque chose que je constate au quotidien dans mon travail, parce que le reste est inétudiable. Les rapports entre couleur et société, ça peut s'étudier. Les rapports entre couleur et affect, poésie, rêve, ça existe, mais c'est insaisissable en quelque sorte. Donc les grands problèmes de la couleur sont des problèmes de société. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon travail, je me limite aux sociétés européennes, parce que je ne peux pas connaître toutes les sociétés de la planète, bien sûr. Et pour bien parler des couleurs, je me limite aux sociétés que je connais. L'Europe, c'est déjà beaucoup, du paléolithique jusqu'à nos jours, ça fait un gros morceau. Voilà, je pense que c'est la société qui crée la couleur. La nature ne propose pas des couleurs, elle propose des milliers de colorations, et ce sont les sociétés qui les ont regroupées progressivement en grandes catégories,
tous les tons jaunes, tous les tons rouges, tous les tons verts, tous les tons bleus, auxquels on a donné le nom de couleurs, divisées en nuances, bien sûr. Ça s'est fait à des rythmes différents selon chacune des couleurs et à des rythmes différents selon chacune des sociétés. Mais je crois qu'on y voit plus clair si on raisonne ainsi. La nature propose des milliards de colorations et les sociétés catégorisent, regroupent et articulent ces colorations en grandes catégories qu'on appelle couleurs. C'est pour ça qu'il y a, en Occident en tout cas, que 11 couleurs: blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, couleur du premier rang, et puis gris, brun, orangé, rose et violet, couleur du deuxième rang. Alors, il y a énormément de variations dans l'histoire des couleurs. Il y a des couleurs qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, certaines qui prévalent, par exemple le bleu au XVIIIe siècle. Mais il y a aussi des invariants. Par exemple, à propos du jaune, vous dites, quelle que soit l'époque concernée, le jaune est plus discret que le rouge, le noir, le bleu et même le vert. Quelle que soit l'époque. Non, ça n'est vrai qu'à partir du Moyen-Âge. Chez les Grecs et chez les Romains, le jaune est omniprésent dans la vie quotidienne, spécialement dans le vêtement, et plus encore dans le vêtement des femmes que dans celui des hommes. Et l'histoire du jaune, au fond, c'est l'histoire d'un recul dans notre vie quotidienne à nous. Aujourd'hui, en Europe occidentale, le jaune est d'une discrétion considérable. Quand on se promène dans la rue, on voit très très peu de jaune. Quand on prend le métro, on ne voit absolument pas de jaune. Or, dans la Rome antique, il y en a quand même beaucoup. Donc, l'histoire du jaune en Europe, c'est celle d'une dévalorisation, à la fois sur le plan statistique et sur le plan symbolique, pourrait-on dire. Donc, c'est devenu une couleur très discrète à partir de la fin du Moyen-Âge, oui. La réforme protestante, d'ailleurs, est responsable puisqu'elle a rangé le jaune au sein du groupe des couleurs déshonnêtes qu'un bon chrétien doit fuir. Et ça n'est pas que théorique. Dans la vie quotidienne, à partir du XVIe siècle, aucun homme ne s'habille en jaune des pieds à la tête. Et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf peut-être sur un terrain de sport. Alors que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est possible de rencontrer quelqu'un entièrement habillé de jaune du côté masculin. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Est-ce que vous diriez qu'il y a une grande coupure sur laquelle vous insistez dans la plupart de vos livres sur les couleurs, dans la définition des couleurs, c'est à partir du moment où la couleur est considérée comme lumière et non plus seulement comme une matière, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la couleur se référait à un support matériel. Et à partir du XIIIe, XIVe, et encore plus à partir de Newton en 1666, là, on peut dire que la couleur se sépare de son support matériel. Oui, c'est vrai. Mais ça n'est pas tant un problème matière-lumière qu'un problème matérialité-abstraction. Dans les sociétés anciennes, et encore aujourd'hui dans certaines sociétés non européennes, on ne peut pas envisager la couleur dans l'absolu, comme cela, hors de son support et hors de sa matérialité. Nous pouvons dire j'aime le rouge, j'aime le bleu, je déteste le violet, comme ça, dans l'absolu. Ça ne nous gêne pas du tout. Jamais un Grec ou un Romain n'aurait pu dire ça. Il aura dit j'aime les fleurs rouges, j'aime les toches blanches, je déteste les vêtements bleus des Germains. Voilà. Et en termes de grammaire, les termes de couleur sont toujours des adjectifs, jamais des substantifs dans les langues anciennes. Et puis il y a un moment, en latin médiéval, où on voit que la couleur peut devenir aussi un substantif. Et c'est signe le rouge, le bleu, le jaune, c'est signe que la couleur s'est abstraite de son support, devient une abstraction. Et en Occident, c'est typique. Donc c'est là que se situe le changement le plus important, parce qu'à partir du moment où la couleur peut devenir une abstraction, ou être pensée comme une abstraction, la symbolique des couleurs peut commencer. Avant, c'est plus difficile de donner à une couleur les mêmes significations, quelle que soit sa matérialité ou son support.
À partir du Moyen-Âge, c'est possible. Le rouge signifie ceci, le bleu signifie cela, et donc, quel que soit le contexte, ça peut marcher. Donc, c'est vraiment là que se situe, à mon avis, le grand tournant, en tout cas en Occident. Alors, comment vous expliquez, vous, le spécialiste des emblèmes et de l'héraldique, que le monde entier s'emblématise par la couleur? Je fais évidemment allusion au drapeau. Michel Pastoureau nous dit que le plus beau drapeau aujourd'hui, c'est celui du Groenland, et vous ne semblez pas particulièrement affectionné, même si le bleu est de nos jours la couleur la plus exaucée, vous ne semblez pas affectionner le drapeau de l'Union européenne. Non. D'un point de vue général, je regrette que le drapeau soit un objet qui ait suscité peu de travaux ambitieux. On a des répertoires, on a des monographies sur tel ou tel drapeau, plus ou moins bien faites. On n'a pas de travaux collectifs un peu ambitieux. On a l'impression que, en tout cas dans les démocraties occidentales, non sans raison d'ailleurs, le drapeau fait peur aux historiens, fait peur aux sociologues, fait peur aux politologues. Ce sont des objets dangereux, les drapeaux. Donc on manque en effet de questionnements un peu importants. Et ça va venir. C'est curieux qu'un objet quand même si riche sur le plan symbolique, social et politique n'ait pas suscité davantage de curiosité. Alors moi j'ai écrit que le drapeau européen n'est pas beau, mais c'est un problème visuel. Il n'est pas beau parce que les étoiles sont beaucoup trop petites. Il faudrait que ce soit des grosses figures qui puissent se voir de loin, des grosses étoiles. L'idée d'en garder que 12, est une très bonne idée, parce que 12 c'est une totalité. Peu importe qu'on soit à 26, 27, 28 dans l'Union européenne, 12 c'est très bien, mais il faudrait des grosses étoiles. En outre, une étoile, ce n'est pas une figure particulièrement intéressante sur le plan symbolique, ça équivaut à un point, ça veut dire une unité en quelque sorte. On aimerait mieux, mais c'est toujours mieux qu'un grand E majuscule comme le proposaient les premiers projets. Non, ça c'était vraiment concernant du point de vue emblématique. Ah, c'est vrai que vous parlez beaucoup des drapeaux dans vos livres. Alors évidemment, il y a dans le livre rouge, il y a tout un passage très intéressant sur le drapeau rouge, de même que vous avez des passages passionnants sur la cocarde, l'histoire de la cocarde. Mais je voudrais faire le tour de la question sur les drapeaux. Pourquoi le Groenland? Qu'est-ce qui vous séduit dans le drapeau du Groenland? C'est son aspect visuel, il est très beau. J'entends bien, mais il est très beau. C'est peut-être le dernier drapeau qui a été créé. Le Groenland n'a pas un statut d'indépendance complète encore aujourd'hui, il dépend un petit peu du Danemark, mais son drapeau ressemble au drapeau japonais, un champ blanc avec un grand rond rouge qui évoque le soleil, mais non pas levant, mais couchant en quelque sorte, puisque pour les Européens c'est l'extrême occident, le Groenland, et il est divisé verticalement en deux moitiés. Dans la moitié supérieure, on a du blanc comme couleur de fond et le demi-soleil est rouge, et dans la partie inférieure, le champ est rouge et le demi-soleil est blanc. L'héraldique appelle cela de l'un en l'autre. C'est très beau pour l'œil. Il y avait un autre projet pour le drapeau groenlandais qui était magnifique aussi, qui le reliait au drapeau scandinave, c'est-à-dire un champ tout blanc, l'idée de la glace et de la neige, avec une croix verte déjetée, comme dans le drapeau suédois ou danois, cette croix verte évoquant le mot Groenland, le pays du vert, vert et blanc. C'était très beau, mais on a préféré le drapeau japonais à l'envers, en quelque sorte. Michel Pastoureau, ce que tout Français devrait savoir, bleu, blanc, rouge, pourquoi le bleu d'abord? Alors le bleu est la couleur de la France, surtout pour les étrangers d'ailleurs, et ça depuis très longtemps, au XVIIIe siècle déjà, quand on imagine la France ou un Français en Europe, on l'associe à la couleur bleue, de même qu'on associe un Anglais à la couleur rouge et un Allemand à la couleur verte. Ça vient de plus loin, ça vient des dynasties médiévales, des pratiques médiévales. Le bleu, c'est la couleur du champ des armoiries royales, d'azur semé de fleurs de lys d'or. Donc déjà le roi de France, puis son pays, puis son peuple sont associés à la couleur bleue. Et la Révolution française, qui a
balayé tous les emblèmes de la monarchie à la fin du XVIIIe siècle, a gardé le bleu, la couleur bleue, parce que ça n'était plus tant la couleur du roi que la couleur de la nation. Et donc c'est resté la couleur de la nation à l'époque de la République, comme elle l'était déjà à la fin de la royauté. Le bleu qui devient la couleur préférée, comme vous dites, à partir du XVIIIe siècle, et donc jusqu'au XXe siècle, et jusqu'à nos jours, il y a en même temps un recul des tons rouges, puisque avant, disons, et c'est là où l'histoire intervient, enfin l'histoire culturelle au sens large, parce qu'on ne peut pas séparer cette vogue du bleu, enfin cette remontée, disons, du bleu, avec la découverte de l'indigo, par exemple. Voilà, c'est un problème qui se pose constamment à l'historien des couleurs. Quelle est la part du symbole, de l'idéologie, voilà, et la part du chimique, du matériel, du technique? Et ça marche dans les deux sens. Au XIIe, XIIIe siècle, quand on a affaire à une grande promotion de la couleur bleue sur le plan à la fois quantitatif et qualitatif, le symbole devance la matière, si je puis dire. C'est pour des raisons théologiques que le bleu devient une couleur très valorisée, alors qu'il était méprisé avant l'an 1000 en Europe, il devient très valorisé parce que le ciel devient bleu, les personnes divines s'habillent en bleu, la Vierge devient agent de promotion de la couleur bleue, et les teinturiers qui pendant des siècles et des siècles étaient incapables de faire des beaux tons de bleu, solides sur l'étoffe, lumineux, etc., en 3 générations y parviennent, non pas parce qu'il y a un progrès technique, mais parce que la société leur demande de faire des progrès. Donc ça marche de l'idéologique et du symbolique vers le technique et le chimique. Au XVIIIe siècle, c'est le contraire. Le bleu devient une couleur plus qu'à la mode, envahissante, non pas parce qu'il y a une mutation idéologique, mais parce qu'on importe du Nouveau Monde un produit encore plus performant que les colorants bleus européens, notamment le pastel. On apporte de l'indigo américain, encore plus performant que l'indigo asiatique, à très grande échelle. Ça fait la fortune d'un port comme Nantes ou comme Bordeaux, par exemple, et ça ruine Toulouse. Et donc là, c'est une donnée matérielle, capitaliste, oui, c'est ça, chimique, qui explique la vogue nouvelle des tons bleus, renouvelée plutôt des tons bleus, tout au long du XVIIIe siècle et au début du XIXe. L'indigo est un arbuste. Hein. C'est un arbuste dont à la fois les tiges et les feuilles ont des vertus colorantes. On le connaissait depuis longtemps, mais on utilisait de l'indigo des Indes et d'insulinde. On l'importait en Europe déjà dans l'Antiquité, mais on croyait que c'était une pierre et pas un végétal. On disait la pierre d'indigo parce que c'était des blocs des feuilles séchées et broyées qui arrivaient en Europe. Et puis, on utilisait plus fréquemment encore un produit européen, la guêde, que nous appelons pastel. Pastel, c'est le produit que l'on en tire, c'est une grande herbe qui a des vertus colorantes également dans la gamme des bleus, mais ses pouvoirs colorants sont moindres que ceux de l'indigo asiatique. Et quand les Européens prennent pied au Nouveau Monde, l'indigo américain est encore plus performant que l'indigo des Indes asiatiques. Et donc le commerce devient très très intense. Et malgré des mesures protectionnistes pour protéger le pastel européen, ça finit par craquer. Tous les pays craquent les uns après les autres, la France et l'Allemagne en dernier, et on est envahi d'indigo des Antilles et du nord de l'Amérique du Sud, et ça lance une mode des tons bleus, mais à très très grande échelle. Et je crois que c'est à cette époque que le bleu devient, on n'a pas de statistiques ni d'enquête d'opinion, mais devient chez les Européens la couleur préférée à la place du rouge. Alors là, l'historien croise des préoccupations de Fernand Braudel. C'est assez passionnant quand même cette histoire, parce que vous avez prononcé le mot protectionnisme. C'est-à-dire qu'on est dans la première mondialisation,
On est dans le développement, enfin disons, du commerce avec l'Amérique et les Indes, mais la loi doit s'incliner devant les faits. C'est-à-dire là, c'est véritablement l'histoire économique, en quelque sorte, qui va dicter enfin, sa loi. Vous croisez un peu des préoccupations de l'histoire matérielle de Fernand Braudel. Oui, et c'est pareil à d'autres époques plus récentes. La pression des lois, comment dirais-je, de l'offre et de la demande devance les règlements, éteignent les règlements. Les mesures protectionnistes sont prises assez tôt. En France, Colbert, par exemple, fait condamner à mort tous les importateurs d'indigo américains. Peine perdue, ça arrive quand même, en fraude d'abord, pareil en Allemagne. Alors, il n'y a pas que l'indigo, il y a aussi de nouveaux pigments, restons un peu sur le bleu, un bleu célèbre, le bleu de Prusse. Voilà, nous sommes toujours au XVIIIe siècle, et dans les années 1720, un pharmacien de Berlin, chimiste amateur, voulant fabriquer un très bon rouge à base de différents produits, dont de la potasse, obtient un très beau bleu. Par hasard. Par hasard, comme ça. Il garde son secret, puis finalement le secret est découvert. On appelle ce nouveau bleu bleu de Berlin. Et c'est à la fois un pigment et un colorant, c'est-à-dire qu'il sert à la fois pour les teinturiers et pour les peintres. Et il donne des tons magnifiques, surtout dans la gamme des bleus foncés et par extension des verts foncés, puisqu'on sait à cette époque mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. Et c'est un très grand succès. Donc l'indigo d'un côté pour la teinture, le bleu de Prusse de l'autre côté pour la teinture et la peinture, explique en grande partie cette vogue immense du bleu au XVIIIe siècle, partout en Europe. Et il y a parallèlement le bleu romantique, à partir de 1774, date de parution des Souffrances du jeune Werther de Goethe. Alors là, l'habit bleu fait fureur. Oui, c'est un très grand texte quand même. Les Souffrances du jeune Werther, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, c'est un immense succès de librairie qui a un impact sur la société. Il donne à son héros un habit bleu avec des culottes jaunes, et à Charlotte, l'héroïne, une robe rose. Et pendant 2-3 générations, les jeunes gens un peu romantiques s'habillent à la Werther, notamment les hommes avec cet habit bleu, dans toute l'Europe. C'est un peu comme si aujourd'hui on avait un feuilleton télévisé qui lançait une mode vestimentaire. Et Goethe est presque dépassé par le succès de son livre. Il est tout jeune, il est né en 49, Goethe, donc il a 25 ans. C'est un fait de société considérable. Oui. Alors, comment vous expliquez la permanence d'une expression qui est devenue le titre d'une émission de radio, l'heure bleue, The Blue Hour? Comment elle était apparue? Alors, précisons, ça veut dire que ça désigne ce temps intermédiaire lorsque l'homme, puisqu'il s'agissait essentiellement des hommes qui sortaient du bureau, ont du mal à rentrer chez eux, et c'est la période de sortie de bureau où ils hésitent, est-ce qu'ils vont rester 1 heure dans un café ou dans un bar? Comment s'est apparue l'heure bleue? Alors, c'est étrange. C'est apparu plus précocement dans un autre sens. C'est la collaboration de Delacroix et de Chopin, c'est-à-dire d'un peintre et d'un musicien. Le peintre cherchant à saisir ce moment où on passe du jour vers la nuit, entre chien et loup en quelque sorte, des lumières un peu bleutées, par beau temps en tout cas, et son ami Chopin essayant de traduire cela en musique par une note d'un type particulier. Ils étaient très liés, ils collaboraient, tous deux liés à George Sand d'ailleurs, pour essayer d'établir un pont, ils ne sont pas les premiers, entre la musique et la couleur, en quelque sorte. C'est d'ailleurs les mêmes mots qui désignent la gamme musicale et la gamme chromatique. Gamme, chromatisme, ton, nuance, tout ça, c'est le même vocabulaire. Donc ça, c'est chez les artistes, la note bleue, en quelque sorte. Et l'heure bleue, c'est l'heure où l'esprit se laisse aller à du vagabondage, soit sous l'effet de l'alcool, soit sous l'effet
de sentiments plus ou moins romantiques, on ne travaille plus, on n'est pas encore dans les ennuis du ménage, si je puis dire, et donc on se laisse aller en même temps que la nuit tombe, etc. Donc voilà, ça se rejoint. C'est une couleur incertaine entre le clair et le sombre, entre le jour et la nuit, c'est le statut du bleu. Un beau fait de société. Alors, le blues aussi, ça m'a fasciné, ça, moi, je n'y avais pas pensé. Blue Devils, ça veut dire les démons bleus, mais pourquoi Voilà, le blues? le blues, c'est une musique romantique et qui est Encore. l'héritière de ce bleu romantique Ouais. qui apparaît au XVIIIe siècle, qui est encore bien présent dans la première moitié du XIXe. Chopin n'est pas tellement loin du côté des musiciens. C'est une musique qui donne un peu de vague à l'âme, de mélancolie, bien sûr, c'est le blues. Alors, il y a une origine, alors là, qui m'a étonné. J'y penserai à chaque fois que j'irai à Gênes, désormais. Penser que le gin puisse venir du mot génoise et du terme italo-anglais gêne, alors là, franchement, j'y aurais jamais pensé. Hein. Oui, si, c'est un tissu Gin, gêne. oui, qui est fabriqué à la manière de Gênes dans différentes régions d'Europe, notamment dans les Cévennes, et puis qui est exporté aux États-Unis, où il est teint à l'indigo. C'est un vêtement de travail à Au l'origine, départ, oui. un vêtement très sage, un vêtement protestant. Hein, il vient des Cévennes protestantes. Il est transformé en vêtement dans les États-Unis d'Amérique protestants. Et son histoire est assez longue aujourd'hui, et donc y voir un vêtement de jeunesse transgressive ou rebelle, c'est complètement abusif. La période pendant laquelle le jean est un uniforme d'une jeunesse avide de transformation, c'est une période assez courte. Donc c'est un très sage vêtement de travail protestant, solide et teint en bleu, c'est-à-dire une couleur qui n'a absolument rien de transgressif. Protestant, vous m'aidez à faire une transition parce que ça occupe plusieurs couleurs, si je puis dire, puisque la Réforme, finalement, le protestantisme est associé à une sorte de refus. Est-ce que le terme existe vraiment? On connaît iconoclasme, mais chronoclasme, ça existe? Alors, Ou c'est vous qui l'inventez? je ne sais pas si je l'ai créé, mais en tout cas, il m'a été bien utile Ah pour bah oui. faire un parallèle avec iconoclasme, et j'observe qu'il est devenu non pas courant, mais employé par quelques historiens plus jeunes que moi. Il a son utilité. C'est un néologisme, bien sûr. Chromoclasme, chromophobie, on dit parfois. Chromophobie est un peu abusif, parce que c'est pas la haine de toutes les couleurs, c'est la haine de certaines couleurs. Chez les grands réformateurs protestants, ou plutôt le rejet de certaines couleurs trop voyantes et indignes donc d'un bon chrétien dans sa vie quotidienne, dans son habillement, dans l'art aussi, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. En Europe, on peut distinguer une palette protestante et une palette catholique. L'une est plus retenue dans ses couleurs que l'autre. Hein. On peut opposer aux Pays-Bas, par exemple, du sud Rubens, grand coloriste à Anvers, et puis à la génération suivante, aux Pays-Bas du Nord, Rembrandt, chez qui la lumière est beaucoup plus importante que la couleur, et la palette n'est pas du tout la même que chez Rubens. Bien sûr, ça n'est pas un coloriste au sens traditionnel, Rembrandt. Alors, chez les protestants, et Calvin en particulier, donc qui est né en 1509 et décédé en 1564, dont je rappelle qu'il est né à Noyon, peu de gens s'en souviennent. Un joli musée, Calvin. Un très joli musée en face de la cathédrale de Noyon. Mais le chronoclasme protestant, je crois que vous employez l'expression, c'est d'abord la haine du rouge. Enfin, c'est vraiment... Alors, le rouge des cardinaux, on pense à Richelieu, à Mazarin et à d'autres, mais ce qui était la couleur du christianisme, disons, catholique. Là, les protestants, ça va être le blanc, noir, gris. Blanc, noir, gris, éventuellement brun et bleu. Calvin avait lui-même un goût personnel pour la couleur bleue. Le brun est pensé comme complètement neutre. Le rouge, en effet, est papiste, comme disent les réformés, d'autant que le pape n'est pas encore entièrement blanc. Il l'est aujourd'hui, mais au fil de son histoire, le vêtement du pape passe du rouge au blanc. Le pape est un homme
fortement rouge au Moyen Âge, puis rouge et blanc au début de l'époque moderne, et puis blanc à l'époque contemporaine, se décolore un peu. On peut observer d'ailleurs que dans la hiérarchie des couleurs des clercs et prélats, chez les catholiques, on est de plus en plus clair, plus on monte vers les sommets. Les prêtres sont en noir, les évêques autrefois étaient en vert, aujourd'hui sont en violet, un peu moins foncé, les cardinaux sont en rouge, c'est un peu moins foncé, et le pape est en blanc, alors là, voilà. On s'éclaircit en montant. Alors pourquoi les couleurs vives sont jugées déshonnêtes? Enfin, on comprend pourquoi. Il s'agit de lutter contre toutes les fastes de l'Église catholique, le luxe que l'on reproche, disons, aux églises. Donc le vêtement doit y passer également. Oui, c'est quelque chose de très très profond dans le christianisme. C'est l'idée que au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus. Ils ont fauté, on les a expulsés du paradis terrestre et à la sortie, en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Et donc, pour un chrétien, le vêtement rappelle toujours le péché originel de nos ancêtres, Adam et Ève. Et donc, un vêtement, ça doit être sobre, ça doit être humble. Se faire beau par le vêtement, se faire remarquer par le vêtement, c'est une ignominie pour les valeurs chrétiennes. Et il y a encore une bonne partie de la population qui vit là-dessus aujourd'hui. Même chez les athées, si je puis dire, ce sont des systèmes de valeurs qui n'ont pas disparu. Les marchands de vêtements le savent très bien. La grande majorité de la population veut des vêtements neutres ou comme d'habitude. Et puis une petite partie cherche à se faire voir par des vêtements un peu étonnants, notamment du point de vue des couleurs. Donc il y a les deux stratégies à la vente, mais la plupart d'entre nous préfèrent ne pas trop se faire remarquer par le vêtement. Et ça, c'est un héritage du christianisme. Pourtant, Michel Pastoureau, jusqu'au XIXe siècle, en Europe en tout cas, on se marie en rouge, et après on va se marier en blanc. Les femmes se marient en rouge à la campagne, mais c'est vrai que ça représente 95% de la population jusqu'au XVIIIe siècle, parce qu'une jeune femme, ce jour-là, met sa plus belle robe. Et en milieu paysan, une belle robe, c'est toujours une robe rouge, parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers de village sont les plus performants, et c'est là où c'est le plus facile de teindre dans un beau rouge. À la ville, les bourgeois se marient plutôt en noir au XVIIe, XVIIIe siècle, et les princesses et les reines en robe de bal, dans une robe exceptionnelle. Et puis, à partir des années 1830, 40, 50, on commence à se marier en blanc quand on est une jeune femme, parce qu'il faut montrer par un signe extérieur qu'on arrive pur au mariage. C'est le blanc de la virginité, il faut le montrer. Preuve qu'avant, ça allait de soi, on arrivait vierge au mariage, l'inverse aurait été extravagant. À partir de 1830, ça ne va plus de soi, il faut le montrer, que ce soit vrai ou pas, peu importe, c'est un code, mais on le montre. Et c'est encore d'usage aujourd'hui pour des raisons plus de mode et d'habitude, mais quand même, c'est ce blanc de la pureté qui est mis en scène. Et le drapeau rouge, le bonnet rouge, le drapeau rouge, alors qui apparaît dans la littérature, qui apparaît dans les manifestations de juin 1832 et les révolutions qui vont suivre. Comment il surgit ? Alors il est ancien, il apparaît dans une journée révolutionnaire de juin 1791 sur le Champ de Mars. La foule s'était rassemblée pour demander la démission ou la destitution de Louis XVI qu'on avait arrêté à Varennes dans sa fuite. Et selon le bon usage, tout au long du XVIIIe siècle, attesté tout au long du siècle, quand il y avait trop de foule, pour inviter la foule à disperser, quand il y avait un danger, la soldatesque ou les autorités sortaient un drapeau rouge, qui était un drapeau pacifique. Attention, danger, dispersez-vous. C'est ce qui s'est fait ce jour-là sur le Champ de Mars. Et on ne sait pas pourquoi, alors que ce drapeau était pacifique, la garde nationale a tiré sur la population qui était venue signer les registres de destitution du roi. Et donc, les morts ont été reconnus comme martyrs de la Révolution en marche, et le drapeau rouge, pacifique, est devenu symboliquement un drapeau insurrectionnel,
le drapeau justement de la Révolution en marche, puis ainsi de suite. La République instaurée, c'est devenu le drapeau des partis les plus à gauche, et tout au long du XIXe siècle, le drapeau des partis de gauche, en France, mais aussi dans les pays voisins. Donc ce drapeau, qui est pacifique et fonctionnel en quelque sorte au départ, devient un drapeau idéologique et extrémiste dans le courant du XIXe siècle, à la suite d'un épisode révolutionnaire. Et il symbolise la gauche, puis l'extrême gauche. Mais moi-même, en mai 68, j'avais 20 ans et je ne comprenais absolument rien à tout ce qui se passait du point de vue politique, mais j'ai quand même observé, puisque à l'École des Chartes, on est au cœur de la Sorbonne, c'est-à-dire vraiment au premier rang pour les événements, j'ai vu dans les manifestations le drapeau rouge de l'extrême gauche débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir. Je sentais qu'il se passait quelque chose là. Je ne comprenais pas plus, mais c'est vrai que c'était un moment chromatique et politique important. Alors, les moments chromatiques, on peut dire qu'ils sont presque parallèles, parce que parfois, il y a des époques où telle couleur est dépréciée, mais en même temps, elle va être valorisée, par exemple, en peinture. On peut dire qu'à partir du moment où le jaune des peintres va advenir, les grands peintres des jaunes sont assez récents, hein, Turner, Gauguin et évidemment Van Gogh et après les Fauves. À ce moment-là, la couleur n'est pas véritablement portée par la société. Néanmoins, en peinture, elle va prendre une place déterminante. Oui, bien sûr, c'est un fait constant. Hein. L'écart oui. est considérable entre ce qui est représenté artistiquement ou même artisanalement, et puis les pratiques sociales. C'est pour ça que moi, historien, spécialiste entre autres des images, je ne dois pas être naïf au point de croire que quand, en tant que médiéviste, j'étudie une miniature, un vitrail, une tapisserie, de croire que les vêtements que je vois correspondaient aux vêtements vraiment portés à l'époque où l'œuvre d'art a été faite. Ça serait vraiment absurde comme méthode. Et c'est pareil pour notre époque. J'espère que les historiens qui vont nous suivre dans quelques décennies ou quelques siècles ne seront pas naïfs au point de croire que ce que l'on voit dans nos magazines de mode correspond aux vêtements vraiment portés par le commun des mortels dans la vie quotidienne. Il suffit de s'asseoir dans le métro avec un magazine de mode et de regarder qui est habillé comme dans le magazine de mode. Personne, absolument personne. C'est de l'imaginaire, c'est très intéressant à étudier, mais ça n'est pas un document fiable, si je puis dire. Alors, sur le plan des couleurs, le XVIIe siècle, selon vous, constitue une mutation décisive, parce qu'on va s'interroger de près pour savoir combien de couleurs de base sont nécessaires pour créer évidemment toutes les autres. Et c'est un peu le débat sur ce qu'on appelle aujourd'hui les couleurs primaires, sachant que dès cette époque, c'est quelque chose que vous soulignez également, les couleurs entrent véritablement en concurrence. Oui, le XVIIe siècle, c'est un grand siècle de réflexion dans le domaine scientifique, mais spécialement dans l'optique. Et donc, du côté de la couleur, on écrit beaucoup, on pense beaucoup. Les savants collaborent avec les peintres. Dans l'atelier de Rubens, par exemple, à Anvers, au début du XVIIe siècle, il y a 300 personnes qui sont là. Il y a à la fois le maître, d'autres peintres, des teinturiers, des maîtres verriers, des savants jésuites qui enseignent au collège d'Anvers, l'endroit le plus savant d'Europe, etc. Et tous réfléchissent comment classer les couleurs, quelles sont les couleurs de base, quelles sont celles avec lesquelles on peut, par mélange, produire toutes les autres. Donc ça prépare le terrain aux découvertes décisives de Newton dans les années 1660. Il y a vraiment un bouillonnement, une réflexion. On arrive à la conclusion qu'au fond, 5 couleurs suffisent pour fabriquer les autres. Le blanc, le noir, le rouge, le bleu et le jaune. Le vert est sacrifié, en quelque sorte. Il descend d'un cran. C'est l'époque où on commence abondamment à mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert, ce qu'on ne fait pas ni dans l'Antiquité, ni pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. On sait très bien faire le vert, mais on procède autrement. Et puis, Newton, en 1666, réalise ses expériences du prisme, découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre,
qui est resté le classement ordinaire pour ordonner les couleurs dans le monde des sciences jusqu'à aujourd'hui. Ça pose de gros problèmes à l'historien que je suis, et d'une façon générale à tous les historiens. Que faire de nos savoirs d'aujourd'hui quand nous travaillons sur le passé? Nos savoirs d'aujourd'hui ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des savoirs, et nos connaissances actuelles feront sourire sans doute nos successeurs, peut-être rire aux larmes. Donc quand on travaille sur des sociétés un peu anciennes, est-ce qu'il est pertinent de partir de nos connaissances actuelles, ou est-ce qu'il est plus fructueux de partir des connaissances de l'époque que l'on étudie, ou de faire un mixte entre les deux avec prudence? Bon, c'est difficile du point de vue épistémologique. Vous avez dit, je crois, une fois, terminons là-dessus, ce périple, disons, nous n'avons pas tout couvert par définition, mais notre époque est grise, comme notre ordinateur, qui est souvent gris, effectivement, je vous l'accorde. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était le bleu qui était porté au pinacle avec le drapeau européen, etc. Alors le gris ou le bleu? Michel Pastoureau. Ah, notre époque est grise, à la fois du côté de la science, parce que la science est grise, hein, nos cellules grises font marcher la réflexion scientifique, donc un ordinateur gris, ça marchera toujours mieux qu'un ordinateur orangé ou violet, et puis notre vie quotidienne, c'est le vieux monsieur qui parle ici, mais elle est quand même plus grise qu'il y a 30 ou 50 ans, ça je peux en témoigner.